Stop. Imagine un peu. Tu travailles toute une journée. Tu vends, tu répares, tu cultives, tu soignes. Et à la fin de la journée, tu ne reçois rien. Pas de billets, pas de pièces, pas de virement, rien. Est-ce que tu aurais quand même mangé ce soir-là? Aurais-tu quand même eu un toit? Est-ce que les gens autour de toi t'auraient quand même aidé? La réponse pendant pratiquement la totalité de l'histoire humaine, c'est oui. Parce que pendant des dizaines de milliers d'années, l'argent n'existait tout simplement pas. Et pourtant, les humains mangeaient, construisaient, échangeaient, survivaient. Alors la vraie question, c'est celle-ci. Si ce n'était pas l'argent qui faisait tourner le monde, qu'est-ce que c'était? On a du mal à imaginer un monde sans argent parce qu'on est né dedans. Le prix de chaque chose nous semble naturel. Une heure de travail vaut tant, un repas vaut tant, une vie vaut tant, selon certains systèmes. Mais pendant presque toute l'existence, aucune de ces équations n'existait. Il n'y avait pas de monnaie, pas de marché au sens moderne, pas de salaire, pas même vraiment de troc systématique comme on nous l'a souvent enseigné à l'école. Je t'entends déjà, mais alors comment ils faisaient? C'est la bonne question, et la réponse va sûrement te surprendre. Pendant longtemps, l'histoire racontait une progression logique. D'abord, les humains troquaient, une poule contre un sac de grains. Ensuite, comme le troc était compliqué, ils ont inventé la monnaie. Et voilà, problème résolu. C'est propre, c'est logique, c'est enseigné dans presque tous les manuels scolaires. Le seul problème, c'est que les anthropologues et les historiens ont cherché des preuves de cette société de troc généralisée, et ils n'en ont quasiment pas trouvé. Des marchés de troc à grande échelle entre inconnus, ça n'existait pas. Ce qu'ils ont trouvé à la place, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus humain. Avant d'aller plus loin, si ce genre de sujet t'intéresse, si tu aimes qu'on t'explique le monde autrement que dans les manuels, abonne-toi maintenant et laisse un like. Ça m'aide à continuer le travail. Reste jusqu'à la fin parce que la suite change vraiment la façon de voir les choses. Les humains utilisaient trois choses avant l'argent. Le don, la dette et la réputation. Et ces trois choses formaient un système bien plus sophistiqué qu'on ne le pense. Voilà comment ça marchait concrètement. Tu chasses avec ton groupe et tu ramènes de la viande. Tu n'échanges pas cette viande contre quelque chose d'équivalent immédiatement. Tu la donnes aux anciens du groupe, aux familles, aux amis, sans calculer, sans négocier, sans attendre un retour précis. Et c'est là que c'est subtil. Ce don crée quelque chose d'invisible, une dette sociale. Pas une dette écrite sur un papier, une dette de relation, une obligation, partagée par tout le groupe qui dit: ce gars-là a donné, on lui doit quelque chose. Et cette dette, elle ne se rembourse pas en une fois. Elle se rembourse sur toute une vie, par 1000 petits gestes, 1000 moments où les autres pensent à toi, te protègent, te nourrissent quand tu es malade, t'aident quand tu en as besoin. Dans ce système, ta valeur n'était pas ton compte en banque. Elle était dans ce que les autres pensaient de toi. Est-ce que tu partageais? Étais-tu fiable? Est-ce que tu aidais sans compter? Est-ce que tu honorais tes engagements? Ta réputation, c'était ta vraie richesse. Et elle fonctionnait mieux que n'importe quelle monnaie parce qu'elle ne pouvait pas être volée, falsifiée ou perdue dans un naufrage. Un homme généreux dans son village n'avait pas besoin de stocker de la nourriture pour l'hiver. Il savait que si la faim arrivait, les autres partageraient avec lui. Pas par charité, par réciprocité, par mémoire collective, par logique sociale. C'est pour ça que dans beaucoup de sociétés anciennes, accumuler pour soi était perçu non pas comme une réussite, mais comme une honte. Un signe que tu ne faisais pas confiance au groupe. Un signe que tu te coupais du tissu social qui te maintenait en vie. Et ce système du don allait parfois très loin. Dans certaines cultures, les chefs et les personnes influentes ne prouvaient pas leur statut en accumulant des richesses. Ils le prouvaient en les redistribuant. Des fêtes entières étaient organisées dans le seul but de donner. On s'y ruinait presque volontairement. On distribuait de la nourriture, des objets, des ressources à des centaines de personnes. Et plus on donnait, plus on gagnait en prestige. Ça semble fou vu depuis notre monde. Mais dans la logique de ces sociétés, ça avait un sens parfait. Celui qui donne tout ne perd rien. Il devient celui à qui tout le monde doit quelque chose. Il devient indispensable au tissu social. Il devient, en un sens, intouchable. Mais attention, ça ne veut pas dire que les humains n'échangeaient pas. Ils le faisaient énormément, mais pas de la façon dont on nous l'a appris. Les échanges existaient surtout entre groupes différents, entre tribus, entre communautés éloignées. Et là, quelque chose d'intéressant se passait. On échangeait souvent des objets qui n'avaient pas vraiment de valeur pratique. Des coquillages rares, pierres de couleur, plumes exotiques, des objets symboliques. Pourquoi? Pas pour leur utilité, mais pour ce qu'ils représentaient.
Ces objets étaient des marqueurs de relation. Donner un objet précieux à quelqu'un d'un autre groupe, c'était dire je te fais confiance, je veux qu'on soit alliés, je veux qu'on se souvienne de ce lien. C'était de la diplomatie déguisée en cadeau, et ça marchait. Alors quand est-ce que l'argent a vraiment été inventé? Les premières monnaies connues apparaissent il y a environ 5000 ans en Mésopotamie, l'actuel Irak. Mais ce n'étaient pas des pièces comme on l'imagine. C'étaient des tablettes d'argile avec des inscriptions, des dettes écrites, des comptes. Et ça dit quelque chose de très important. La monnaie n'est pas née pour faciliter l'échange entre voisins, elle est née pour gérer des dettes à grande échelle, pour permettre à des États, des temples, des armées de collecter, redistribuer et contrôler les ressources. Les premières pièces de métal apparaissent encore plus tard, vers 600 ans avant notre ère, en Lydie, l'actuelle Turquie. Et elles se répandent rapidement parce qu'elles sont pratiques pour payer des soldats, collecter des impôts, financer des guerres. L'argent, à l'origine, c'est autant un outil de contrôle qu'un outil d'échange. Alors pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Pas pour te dire que l'argent c'est mal, pas pour te vendre une utopie comme quoi on retournerait tous vivre en forêt, mais parce que comprendre d'où vient l'argent change la façon dont on se rapporte à lui. On nous a appris que l'argent est la mesure naturelle de la valeur. Ce qui n'est pas payé ne vaut rien. Ce qui ne génère pas de revenus est du temps perdu. Mais pendant 95% de l'histoire humaine, la valeur d'une personne ne se mesurait pas à ce qu'elle gagnait, elle se mesurait à ce qu'elle donnait, à sa fiabilité, sa générosité, sa place dans le tissu social. Heureusement, des millions de choses incroyablement précieuses ne sont toujours pas payées. Élever un enfant, prendre soin d'un parent, construire une amitié profonde, transmettre un savoir, être là pour quelqu'un dans les moments difficiles. Ces choses-là n'ont pas de prix, et c'est peut-être exactement pour ça qu'elles ont autant de valeur. Dernière chose avant que tu partes. Dans les sociétés sans argent, tout le monde savait qu'il était en dette. En dette envers ceux qui l'avaient nourri quand il était petit, envers ceux qui l'avaient soigné quand il était malade, en dette envers ceux qui lui avaient transmis ce qu'il savait. Et cette conscience de la dette n'était pas une source d'angoisse, c'était une source de lien. Elle rappelait à chacun qu'il n'était pas seul, qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand que lui. Aujourd'hui, on a tendance à penser qu'on ne doit rien à personne tant qu'on paie ses factures. Mais peut-être que la vraie question n'est pas combien tu gagnes, c'est à qui tu dois quelque chose et comment tu vas lui rendre. Parce que cette logique, la logique du don, de la dette, de la réputation, elle n'a pas disparu. Elle est juste enfouie sous des années de prix, de contrats et de transactions. Mais elle est encore là, en tout cas j'espère, dans chaque repas partagé, dans chaque coup de main donné sans raison précise, dans chaque relation qui dure, parce qu'on y met plus que ce qu'on y attend. L'argent a changé la forme de nos échanges. Il n'a pas changé ce dont les humains ont besoin pour vivre maintenant. Alors toi aussi qui m'écoutes, dis-moi si le don, la réputation et la dette sont encore d'actualité dans notre système.